Chères apprenantes et chers apprenants, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule du CDSAI qui va s'intéresser au célèbre poème L'Albatros de Baudelaire. Notre approche de ce poème en 4 strophes aux rimes croisées sera linéaire. Lisons ensemble la première strophe. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Le poème débute de manière prosaïque. Nous pourrions dire presque de manière banale. Le premier mot du premier vers est l'adverbe souvent et il indique le caractère habituel de l'événement qui va suivre. Mais ce n'est pas tout. Le fragment pour s'amuser évoque le but léger, le divertissement recherché par ces hommes. Les hommes d'équipage, ça renvoie en plus à un groupe indéterminé sans identité quelconque. On sait néanmoins qu'il se trouve sur un bateau. D'ailleurs, le champ lexical de cette première strophe nous pose le cadre spatial. La mer, le bateau, un équipage, et puis un albatros qui est un oiseau de mer. Au vers 2, nous repérons la seule occurrence au titre, avec le mot albatros. Les autres évocations de l'albatros, donc cet oiseau de mer, se font par des périphrases, voire des métaphores. Comme dans la suite du vers, vastes oiseaux des mers, qui est une périphrase laudative qui insiste sur l'envergure majestueuse du volatile. Tout de suite après, au vers 3, le poète ajoute à propos de ces oiseaux que ce sont d'indolents compagnons de voyage. Mais soudain, le temps change. Vous entendez que quelque chose et l'atmosphère commencent à différer, notamment avec l'expression gouffres amers. Gouffres amers, c'est une métaphore d'une mer avec de grandes vagues, de grands creux. D'ailleurs, notons que le paronyme amer rappelle évidemment la sonorité de la mer. Le verbe à l'imparfait glisser affirme aussi la présence de l'eau et l'allitération en G renforce cette idée de glissement. Ce glissement est donc double, c'est d'abord celui du bateau sur l'eau et ensuite celui de l'atmosphère. Du voyage indolent, on passe aux gouffres amers. D'ailleurs, cette dureté du voyage ou de la transformation de l'atmosphère est soulignée par la répétition sonore en R. Entendez bien, navire, gouffre amer. J'ai évidemment renforcé ici la sonorité roulante des airs pour que vous puissiez bien entendre ce que j'étais en train d'expliquer. Mais que va-t-il se passer par la suite? Nous avons évoqué un changement d'atmosphère. Mais que signifie-t-il exactement? Lisons ensemble les strophes 2 et 3. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Au vers 5, le début de la phrase « à peine » évoque l'immédiateté d'un événement. De quoi parlons-nous? Nous parlons du fait que ces oiseaux qui sont majestueux dans les airs se transforment et sont ridicules une fois sur terre. Nous disons terre
mais il faudrait dire sur les planches. Et il faudrait ajouter sur les planches du bateau. Je m'efforce de souligner les planches du bateau, car le terme évoque évidemment le théâtre. Ainsi, les planches est ici une sileps, qui à côté du sens propre, énoncé, désigne le théâtre, la scène. Alors, l'albatros est le clown, un histrion d'une représentation brutale et grotesque pour le plaisir d'un public vulgaire. Le paradoxe de cette scène est souligné par un parallélisme antithétique. La périphrase métaphorique « roi de l'azur » s'oppose aux adjectifs péjoratifs « maladroit » et « honteux ». De même, la partie « les grandes ailes blanches » s'oppose une nouvelle fois au début du vers, et ces mots renvoient à la différence entre la majesté de l'oiseau dans les cieux, mais l'inadéquation de ses attributs sur le sol. En gros, un oiseau a des ailes qui lui permettent de survoler la terre et d'être majestueux, mais dès qu'il se trouve sur les planches d'un bateau, il n'arrive plus à bien bouger, il n'arrive plus à se mouvoir avec la même élégance et par conséquent, il devient ridicule. Ces oppositions soulignent d'ailleurs, de manière métaphorique, l'opposition entre le ciel et le sol, donc cette verticalité est à prendre en compte lors de l'analyse de ce poème. Analysons encore comment ce glissement qui fait d'un être majestueux une moquerie générale, comment ce glissement continue à avancer. Tout d'abord, il y a une forme d'impuissance, une véritable impuissance de l'albatros. Au vers 7, le fragment « laisse piteusement » renforce le caractère subi de la situation pour l'albatros. Notamment le verbe « laisser » renforce cela. Il est impuissant, il ne peut pas contre-attaquer ce point. Il ne peut pas se défendre d'une certaine manière. Le lecteur ressent cela. En effet, le registre pathétique accentue ce ressentiment du lecteur par des mots comme piteusement, maladroit, honteux. Il s'agit véritablement d'une dégradation de cet être qui, dans les cieux, est un roi, le roi de l'azur, et qui, sur terre, est l'objet de moqueries de gens quelconques. Rappelons ici que ces gens sont déterminés d'abord par des hommes d'équipage, plus tard par l'un et puis par l'autre, c'est-à-dire il ne s'agit pas de bourreaux. D'ailleurs, Baudelaire va renforcer cette idée, une fois n'est pas coutume. Baudelaire va construire de nouveau, par le biais de cette construction antithétique et binaire, comme vu dans la strophe précédente, une image assez triste de l'albatros. Premier exemple, voyageurs ailés, gauche et veulent. Une nouvelle fois, le lecteur ou la lectrice constate le balancement entre l'aventure dans les airs, celui du voyageur, et le ridicule sur le sol, gauche et veulent. Le courage du voyageur, ailé, se transforme en peur sur le sol. Deuxième exemple dans cette même strophe, prenons la partie qui affirme « Lui naguère si beau qu'il est comique et laid ». La beauté et la laideur, encore l'idée du ridicule et l'opposition entre le passé dans les airs naguère et le présent sur le plancher, désigné par le verbe être à l'indicatif présent et. Mais l'atmosphère va continuer à se dégrader, car à ce moment, le poète fait référence à la cruauté gratuite des hommes qui usent de violence envers l'animal. D'ailleurs, cette strophe possède un registre fortement pathétique, qui dépeint la souffrance morale et physique de l'animal, ainsi qu'une portée satirique sur les comportements humains.
Évidemment, il y a aussi une critique de la part de Baudelaire de comment les êtres humains traitent les animaux ici. Citons quelques vers, en quelques passages. L'âne agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Remarquez ici comment l'antithèse est continuellement reprise, l'infirme qui volait. Donc, celui qui est maintenant infirme était capable de voler quelques moments avant. Donc, au final, on peut affirmer qu'on y lit une critique de la vulgarité des hommes, de leur plaisir mesquin et violent, évidemment. Mais pas seulement, aussi de leur ignorance par rapport à la grandeur d'un tel animal. Le lecteur comprend que cette mise en scène est employée par Baudelaire pour parler d'autre chose, c'est logique. En effet, l'albatros devient le symbole du poète qui lui est similaire. Pour démontrer cela, lisons ensemble la 4e strophe qui commence ainsi. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Évidemment, nous sommes en présence ici de la chute du poème. La chute du poème, dans la dernière strophe, se lit dès le premier mot, le poète. D'ailleurs, la majuscule met en exergue l'importance du mot, ainsi que la noblesse qui confère Baudelaire, évidemment. L'adjectif semblable nous permet d'insister sur le fait que les 3 premières strophes constituaient une métaphore filée, et puis la périphrase au prince des nuées confirme le caractère noble royal de l'oiseau poète. Par transposition, nous pouvons affirmer que le poète se situe au-dessus des communs des hommes lorsqu'il est dans les cieux. Comprenez, lorsqu'il écrit. Mais mêlé à la foule, il n'est rien, il devient misérable. Une véritable moquerie, un clown. Nous avons utilisé tous ces mots précédemment. Rappelons ici que Baudelaire faisait partie de la génération des poètes maudits, c'est-à-dire non compris par des gens de son époque. Il souligne cet aspect à nouveau ici et va jusqu'à se donner des ailes de géant. Donc vous voyez bien qu'il se considérait un très grand poète, malgré les procès qu'il a eus pendant sa vie. Toutefois, nous pouvons aussi voir que la conclusion est plutôt pessimiste. En effet, après avoir comparé le poète à l'albatros, et après lui avoir cité les attributs supérieurs, Baudelaire termine par sa situation désespérée dans le monde réel. Les huées sont les moqueries des hommes, les rires des hommes d'équipage dont nous avons parlé, mais aussi celui des communs, des mortels qui n'attribuent aucune valeur à la poésie ou à l'art en général. À cet égard, nous pouvons également affirmer que l'assonance en « et » fait entendre les rires moqueurs des gens. Écoutez, c'est huée, nuée, exilé, archer, huée, marcher. Vous entendez les cris moqueurs « ouais, ouais, ouais » de la foule. Et donc les sonorités renforcent ici l'idée de cette strophe finale. Il est temps pour nous de conclure, notant en guise de conclusion que cette dernière strophe éclaircit le thème du poème, qui n'est pas un poème qui parle d'oiseaux de mer, mais qui parle bien du poète, Baudelaire lui-même. L'albatros tant décrit, auparavant n'était qu'un comparant de l'auteur qui se voit en tant que poète comme la victime des cruautés humaines de tout genre. Sauf naturellement lorsqu'il prend sa plume entre les mains et qu'il devient supérieur et majestueux et qu'il est comparable à un oiseau puisque cela lui permet de voler dans les cieux. C'est la fin de cette capsule qui, de manière linéaire, vous a donné les pistes de compréhension et d'interprétation de ce poème.
En cas de besoin, n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'espère que j'ai pu vous aider et je vous dis à bientôt pour une autre analyse d'un autre poème. Au revoir.